Ok, Ok. bonjour Mélanie, Bonjour j'espère Mathieu. que tu vas bien. On va pouvoir donc démarrer cette nouvelle session d'investigation tout aussi intéressante que les autres. Je vais te laisser te détendre, comme d'habitude, commencer à te relaxer et dans un instant, je vais commencer le décompte. Donc Mélanie, comme à l'accoutumée, je vais maintenant compter à l'envers de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre entièrement, totalement. Chaque chiffre que je vais prononcer va doubler ton état de relaxation. Et quand je prononcerai un, tout ton corps sera parfaitement détendu, relâché, totalement détendu et relâché. 7. Tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 6. Tu es encore plus détendu et encore plus relâché. Tout ton corps se détend totalement. 5. Quatre. 3. 2. Et 1. Maintenant, Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te retrouveras au 29 août 1981, en Oregon, au Big Muddy Ranch près de la ville d'Antelope. 1. 2. 3.
Donc j'aimerais que tu te retrouves le 29 août 1981 en Oregon, au Big Muddy Ranch, dans un endroit où une communauté a été formée et son chef s'appelle Chandra Mohan Jain. J'aimerais que tu me dises quand tu t'y trouves. Je me vois assise sur une barrière en bois avec je vois c'est des bœufs. D'accord. Reste sur cette barrière dans un premier temps. Regarde ce qu'il t'entoure. J'aimerais que tu me donnes des informations sur le plan physique en rapport à cette communauté. Pour l'instant, je vois qu'un paysage un petit peu sec. Mhm. Les bâtiments sont un peu plus loin. D'accord. Tu peux te rapprocher de ces bâtiments, découvrir un peu leur lieu de vie et me décrire ce que tu vois, comment ils vivent, ce qu'ils y font. Je vois un puits. Mhm. Je vois j'ai l'impression d'être dans la cour. Je vois des enfants qui jouent et je vois des femmes qui puisent de l'eau. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses dans un premier temps, de là où tu te trouves? Je regardais une des femmes, c'est une tenue assez... c'est une robe longue, Mhm. je la vois bleu pâle. Très bien. Pourquoi ton attention s'est portée sur cette femme en particulier? Est-ce que c'est elle qui puise l'eau? D'accord. Alors j'aimerais que tu essayes de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à cette communauté, que tu essayes de voir combien de personnes feront partie de cette communauté pendant la période où elle a eu le plus de fréquentation, où elle était à son maximum de membres. Je vois pas plus d'une cinquantaine. D'accord. Donc là, tu me décrivais cette femme qui puisait de l'eau, ces enfants qui jouaient. Comment vivent-ils de manière un peu plus générale? Comment sont-ils organisés? Ok, alors, je vois la femme que je t'ai décrit Mhm, se diriger vers la cuisine. mhm. Je vois plusieurs femmes qui s'affairent dans la cuisine. Si je me déplace à côté de la cuisine, Et tu peux t'y rendre. il y a une salle à manger. Mhm. Et à côté, je vois comme une salle de réunion, de conseil. Très bien. Si tu continues, après, il y a des dortoirs. Très bien. J'aimerais que tu avances un peu le temps et que tu te retrouves à l'heure du repas. Décris-moi ce que tu vois et qui sont présents autour de la table ou autour des tables. Alors, je vois plusieurs grandes tables en long. Mhm. Je vois un être ça doit être qui est plus lumineux que les autres. D'accord.
Et Euh, où siège-t-il pendant le repas? il est au milieu d'une des tables. D'accord. J'entends, c'est assez joyeux comme repas. Mhm. Quels sont les échanges que tu perçois? De quelle nature sont-ils? Euh, j'ai l'impression que celui qui est lumineux est toujours dans un mode, à chaque fois qu'il s'exprime, il est dans un mode d'enseignement. Mhm. Euh, qu'il explique que la nourriture est, qu'il faut remercier la nourriture de ce qu'elle va nous apporter, de ce qu'elle va leur apporter. Mhm. Et je sens comme comment dire, un lien de soumission un peu des autres membres en face de cette personne. D'accord. Je sens pas quelque chose d'égalitaire en fait. Très bien. J'aimerais maintenant juste que tu te rapproches de ce personnage. Et j'aimerais que tu me dises, à travers son ADN éthérique, s'il s'agit bien de Chandra Mohan Jain, alias Osho. Alors toi, quand je m'approche, j'ai l'impression que cette lumière, elle est faite pour éblouir. Mhm. Euh, et quand je me plonge dans ses yeux, Ouais, décris-moi ce que tu vois. je vois différents yeux. Enfin, Mhm. le droit et le gauche, c'est les mêmes, mais en fait, ça superpose en fait différents regards. D'accord, très bien. Essaye de Et en regarder fait, ce qui se cache derrière cette superposition de yeux différents. j'ai l'impression que cette lumière, quand on est de loin, du coup, on voit pas cette superposition. Mhm. Et c'est vraiment quand on s'approche. Très bien, on va passer à la question suivante et j'aimerais maintenant que tu ne te concentres que sur le plan éthérique. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu vois et à quoi signifie ce que tu viens de me décrire sur le plan éthérique. Sur le plan éthérique, que je comprends de ce que je vois, Mhm. c'est comme si c'était un mélange de différentes dimensions que cette personne incarne, en fait, comme si c'était une porte avec différentes entités, dont lui, qui se superposaient. D'accord, très bien. C'est bizarre. Essaye de, essaye de séparer ces différentes entités et de me dire clairement s'il s'agit bien de Chandra Mohan Jain autour de cette table. Alors, j'ai fait sortir un personnage sur sa gauche, Ouais, et du coup, quand je regarde que cette personne, oui, c'est Chandra, l'humain qui s'est d'accord. incarné dans cette fille. Très bien, j'aimerais maintenant que tu t'intéresses à ce personnage, à cette entité que tu as sortie de son corps. J'aimerais que tu me la décrives, Mélanie, s'il te plaît. Alors, il est très fin, il est humanoïde, il a une peau très claire, un tout petit peu vert, mais plutôt clair. Mhm. Euh, il est plus grand qu'un humain, normal, et il a des yeux noirs, sans pupille, D'accord. une tête un petit peu plus grande que celle des humains, Mhm. et il a pas de nez. D'accord. Et qu'est-ce qu'il souhaite obtenir à travers cette sorte de d'accord avec Chandra Mohan Jain, puisque il était en lui. Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il y cherche?
il récupère du pouvoir. Mhm. Du pouvoir, mais c'est quand je te parlais de cette lumière. Ouais, Cette lumière, en fait, c'est lui qui la crée, mais elle émane pas de lui. C'est quelque chose qu'il a dans la main qui fait cette d'accord. lumière. Regarde sa main. Dis-moi ce que tu vois dans sa main. Je vois cette boule. Ça ressemble à de la lumière, on va dire, qui se diffuse en, en forme géométrique cristalline. Mhm. C'est bleuté et ça ressemble à un aimant. Ça ressemble à du magnétisme pur, en fait. C'est pour D'accord. ça que les autres personnes autour sont attirées par. Attiré par lui. Tout Ouais. à fait. Très bien. Maintenant que ce personnage donc est sorti de son corps et que tu peux bien observer Chandra Mohan Jain d'une manière beaucoup plus claire, j'aimerais que tu observes son ADN éthérique et que tu me le décrives. Euh, je vois pas que deux brins. C'est comme s'il y avait d'autres brins en pointillés qui tournaient autour, mais qui n'étaient pas vraiment matérialisés dans cette dimension. Mhm. J'en vois trois ou quatre brins en plus de pointillés, là, comme je te dis. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils signifient, ces brins? Est-ce que tu as une information qui te vient sur ces brins supplémentaires d'ADN éthérique? De la puissance, des plus grandes capacités en général, des plus grandes capacités en général. D'accord. Très bien. Euh, comme aussi un accès plus facile à d'autres dimensions. Mhm. Mais ces brins sont à l'état un peu de fantômes, ils sont pas pleinement exploités. D'accord. Très bien. Est-ce que cette vie qu'il a vécue était faite pour développer ces brins d'ADN supplémentaires, pour les activer? Non, c'est pas ici qu'il les activera. D'accord. Très bien. On va pas s'attarder sur ces points pour le moment, Mélanie. J'aimerais que tu me dises, puisque dans les années 60, Chandra change de nom et va s'appeler Bhagwan. J'aimerais que sur le plan éthérique, tu me dises s'il y a une implication en rapport à ce changement de nom. Hmm. C'est comme une nouvelle programmation avec euh, un nouveau champ d'action. Euh, pour, en fait, je vois une couleur qui est changée, mais aussi, comment dire, ouais, un niveau d'action différent. Ça touche pas les mêmes personnes. D'accord. Quelle personne ça va toucher désormais? Euh, En fait, c'est pas des catégories de personnes, Mhm. c'est selon la fréquence individuelle des gens. Ça résonne ou pas D'accord, il va toucher pour eux. plus de personnes qu'auparavant? Un plus large spectre, oui. Ok, très bien, c'est très clair. Est-ce que tu vois une autre modification dans l'éthérique par rapport à ce changement de nom? Je vois que ça a surtout de l'impact autour de lui plus que dans lui. D'accord, et tu me parlais de programmation différente. D'où vient et d'où est venue cette nouvelle programmation? Du même humanoïde. Du même humanoïde, très bien. De son interférent. Ok. J'aimerais que tu t'intéresses à cet humanoïde.
j'aimerais que tu me dises quel était son intérêt à lui à ce moment-là de le programmer différemment, afin d'agrandir son spectre de personnes qu'il pouvait toucher. C'est comme si il avait eu une idée brillante en fait. Euh, Comme s'il avait un- comme s'il avait pris conscience en fait qu'il pouvait avoir plus de ressources avec cet humain s'il modulait les fréquences. D'accord, très bien. Quand tu parles de ressources, on parle de l'énergie... D'énergie, de pouvoir, de soumission, Ok, une fréquence. très Ouais. bien. C'est beaucoup plus clair pour moi, j'avais juste besoin de cette précision. Parfait. En 1980, 20 années plus tard, il va changer de nouveau son nom. Cette fois-ci en Osho. J'aimerais que tu observes de nouveau le plan éthérique, ce nouveau nom, et décris-moi ce que tu vois. Alors là, de 1960 à 80, je sais pas pourquoi je le vois déclinant, comme si l'humain, Chandra, au début, en fait, Mhm. à force d'être manipulé, programmé, euh, son, son énergie s'essoufflait en fait. Et, euh, et je vois en 1980 ce changement comme l'humanoïde qui essaye en fait de rebondir, mais on Mhm. dirait que tout ça s'essouffle en fait. D'accord, très bien. Je sais pas si il avait plus d'adeptes à ce moment-là, mais je vois quelque chose de descendant. Mhm. Et donc, pourquoi cette... qu'est-ce que tu vois finalement dans l'éthérique par rapport à ce nouveau changement de nom? Euh, et je vois que ça a pas trop. En fait, c'était une idée de cette humanoïde, Mhm. mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas fonctionné, elle a pas réussi à élargir le spectre comme elle l'avait fait la première fois. D'accord, très bien. C'était une tentative un peu désespérée. Enfin, Mhm. Il en voulait toujours plus, cet humanoïde? il en voulait plus parce que comme il avait de moins en moins de pouvoir sur les gens. Mhm. Il a retenté en fait une nouvelle programmation, mais j'ai l'impression que c'était un échec. D'accord, c'est très clair. Le 19 janvier 1990, dans la ville de Pune, en Inde, tu m'excuseras pour la prononciation, Osho décède. J'aimerais que tu ailles au moment de sa mort, Mélanie. Ok, je vois comme son souffle qui s'en va Mhm. par le ventre. Je vois pas une mort traumatique ou je vois pas quelque chose d'accidentel. Ok, Euh, ouais, je vois quelque chose de, comme je te disais que je voyais déjà l'essoufflement du corps à partir de 1960, que c'était en descente. mhm. C'est comme si là il fallait, euh, c'est comme une feuille qui tombe. Très C'est le bien. moment. C'est parfait, mais j'aimerais que tu portes une attention plus particulière au plan physique. Que se passe-t-il à ce moment-là, au moment de sa mort? Je le vois entouré d'un groupe et je le vois qui pressentait la mort venir depuis plusieurs jours, le groupe aussi. Mhm. Il est entouré physiquement? Ouais, je le vois D'accord. entouré physiquement. Euh, je suis en train d'essayer de voir s'il a choisi le moment de sa mort. Mhm. Je sais pas s'il a pris une substance, mais c'est quelque chose de très doux. Enfin, c'est parti. Tu reçois Je vois son départ très très doux. quelque chose de naturel? Bah, c'est pas clair parce que Mhm. je me demande s'il a pas ingéré quelque chose ou peut-être en fait s'il a ingéré hum, quelque chose de palliatif, peut-être juste pour la douleur. D'accord, Mais je vois pas qu'il a ingéré des barbituriques ou quelque chose ça marche. de
de violent. quelque chose finalement qui voilà, a peut-être altéré un peu sa perception et ce que tu perçois toi de ton côté sans que ça ait eu d'incidence directe sur la cause de sa mort. Voilà. J'aimerais juste que tu regardes maintenant uniquement le plan éthérique au moment de sa mort et que tu me dises si tu vois des choses en plus que ce que tu m'as cité précédemment. Bah, ce souffle-là que je vois sortir de son ventre, je vois qu'il est récupéré euh, dans la boule de l'humanoïde. D'accord, très bien. C'est comme une petite vapeur, Mhm. un petit nuage. D'accord. Et il est absorbé par cette boule lumineuse-là. Ok. C'est son énergie qui est aspirée au moment de sa mort ou son âme lorsqu'elle quitte son corps? J'aimerais que tu regardes le moment où son âme quitte son corps. En fait, quand tu me dis ça, je Ouais. vois deux choses. Je vois le petit nuage qui sort de son ventre. Est-ce que c'est son énergie ou est-ce que je sais pas. Mais effectivement, son âme, je la vois plutôt sortir par la tête. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe au moment où elle sort de lui? Où Euh, va-t-il? Où va-t-elle? alors l'âme, je la vois filer très vite D'accord? et sortir comme sortir en fait de cette dimension en passant par des toutes petites portes. Je la vois pas traîner. Pas Je rester la vois pas près. traîner ici. D'accord, pas rester près de la Terre et de sa vie précédente. Très bien. Et donc cette énergie que l'humanoïde absorbe à travers la boule qu'il a dans sa main, que signifie-t-elle? En fait, je crois que ça appartenait pas à... Bah, maintenant, il s'appelle D'accord. Osho. Oui, oui, ok. Voilà, je crois que c'est Je quelque chose comprends. qui a été récupéré en fait Ouais, finalement. d'accord. Parce que quand je le touche, ça ressemble plutôt aux fréquences de cet humanoïde qu'à celles de l'humain. Osho. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que et on va rajouter une question supplémentaire, j'aimerais que tu ailles au moment de la naissance de Chandra. J'aimerais que tu me dises à quel moment cette substance qui revient dans la boule de l'humanoïde rentre en lui. Pas les toutes premières années. Ok? D'accord. Je vois plutôt ça à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 8 ans? Je vois le petit qui est seul et il pleure. On dirait qu'il a subi une humiliation. Il a une fréquence de tristesse vraiment profonde, d'une humiliation, quelque chose. D'accord. Et là, à ce moment-là, l'humanoïde se présente? Ouais, et pour le soulager en fait. Et ça le soulage tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe comme pacte? Qu'est-ce qui est conclu à ce moment-là entre l'entité et Chandra? Euh, alors il prend, de ce que je vois, c'est une forme, euh, c'est un petit être, tout petit, avec des traits un peu de lutin. Mhm. Euh, il s'approche doucement du petit et, alors il lui dit que cette humiliation qu'il a subie, elle n'est pas nécessaire et qu'il n'est pas obligé de la revivre et qu'avec il lui donne quelque chose à manger. Je vois comme un petit bonbon. D'accord. Avec ça, en fait, ça va lui permettre de plus avoir ce sentiment d'humiliation. Mhm. Et ça va il lui dit que ça va le remplir. Et ce qui le remplit par la suite, c'est donc cette énergie que tu vois sortir au moment de sa mort? Ouais, Ok. il Parfait. y a ça, ouais. Ouais. Parfait. J'irai pas plus loin, c'était juste pour avoir une précision supplémentaire par rapport à ma question précédente au moment de sa mort. Maintenant, Mélanie, je vais te demander ta permission, et tu peux le refuser,
de faire une canalisation de Chandra ou Osho à travers toi. Tu me connais trop bien, Matt. Je Je vais sais. la refuser. C'est bien pour ça que je m'en doutais, il n'y a absolument aucun problème. On va donc passer à la question suivante de cette canalisation de Chandra. J'aimerais que tu observes la prévision d'Osho selon laquelle le monde aurait pu finir en 1990, à la suite d'une guerre atomique ou d'une autre catastrophe. Que perçois-tu par rapport à cette prédiction qu'il a faite à cette époque-là? Qu'elle émanait vraiment de cet humanoïde, c'était un des scénarios qu'il avait insufflé en fait à Osho, Mhm. toujours dans un but en fait de stresser l'entourage d'Osho et de le rendre de plus en plus malléable, euh, et de récupérer vraiment cette énergie de soumission. Ok. C'est extrêmement clair. Alors, je vais te laisser m'écouter maintenant, Mélanie. Ça ne sera pas une question, mais je vais juste, voilà, te, te raconter une illumination d'Osho qu'il a écrit dans un texte. Et derrière, j'aimerais que tu observes ce qu'il s'est passé au moment de cette illumination qu'il décrit sur le plan éthérique. Osho dit: vers 8 heures, j'allais me coucher. Ce fut un sommeil très étrange. Le corps était endormi, j'étais réveillé. Vers minuit, mes yeux s'ouvrirent soudainement. Autour de moi, dans la chambre, je sentis une présence imposante, une incroyable tempête de lumière, de joie et d'extase. Cette nuit-là, une autre réalité ouvrit sa porte, une autre dimension devint disponible. Appelez-la Dieu, vérité, Dhamma, Tao, ou comme vous préférez. Il était sans nom, mais c'était présent, si opaque, si transparent, et pourtant si évident que n'importe qui aurait pu la toucher. Que vois-tu dans le plan éthérique sur cette En illumination? fait, il s'est vu lui-même de l'extérieur à travers la lumière de cet humanoïde. En fait, il a vu son propre D'accord. magnétisme en fait qui fournissait aux gens, enfin que l'entité lui fournissait et que lui distribuait autour de lui. Ça l'a, il a eu un moment de conscience en fait Mhm. et ça l'a beaucoup touché, effectivement. D'accord. Mais il s'est pas rendu compte que c'était son propre, enfin c'était la lumière de cet humanoïde qui était dans son corps Mhm. et c'était le propre effet qu'il faisait en fait aux autres. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si tu ressens qu'Osho est de nouveau incarné. S'est-il de nouveau incarné après cette vie et cette mort en Inde? En fait, quand tu me dis ça, je le vois comme dans une roue en fait où il est là. Mhm. Quand je disais tout à l'heure que je l'ai vu sortir en fait Ouais, de la matrice, mais en fait je le ressens là actuellement autour de Gaïa. d'accord. Très bien. Après, est-ce qu'il est incarné? Dis-moi où, effectivement, si tu le ressens, s'il est incarné, ou même en attente de réincarnation, j'aimerais que tu me J'ai dises. l'impression que c'est en attente parce que je le vois, c'est ça, c'est exactement ça, Matt. Parce que je le sens autour en fait à la fois un peu D'accord. partout et à la fois nulle part de Gaïa, donc ouais, on dirait qu'il est en attente. Ok, très bien. Et là, ça sera une question supplémentaire de curiosité pure, mais est-ce que tu as des informations sur sa prochaine vie? Non, Ok. je sais pas si j'ai l'impression que c'est pas Défini? encore défait. Voilà, Ok. c'est ça. Très bien, Mélanie. Eh bien, écoute, cette session est arrivée à son terme. On a fait le tour de toutes les questions
autour de ce sujet. Et je vais donc maintenant compter de 1 à 3. Et quand je prononcerai 3, tu seras complètement revenu dans le présent, en pleine forme, sans absolument aucune douleur, ni aucune gêne dans le présent. 1. Mélanie, tu te déconnectes de tout et de tous. Ton esprit est en blanc. Tu te déconnectes totalement de tout et de tous. 2. Tu élèves tes fréquences à leur niveau idéal. Ta confiance en toi augmente en permanence à chaque seconde qui passe et tu te sens de mieux en mieux. Tout ton corps ressent ce bien-être de plus en plus. Et 3, Mélanie. Tu es parfaitement dans le présent, parfaitement ajusté et parfaitement équilibré. Ah, c'est chouette, ça m'a donné chaud. Hop, je vais éteindre l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo,
dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni,
migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.